Comment allez-vous, très cher ami? Je sais, c'est un peu tard à Conakry, mais bon, on n'a pas le choix. Avec le décalage et les préoccupations, on n'a pas le maîtrise du temps, surtout en hiver avec moins 30 degrés jusqu'à 48. On ne peut que s'accommoder, s'adapter. Très cher ami, j'ai commencé avec cette légèreté, mais qui cache une angoisse mélangée de colère. Notre pays est en destruction. La destruction est si profonde que tous les jours que Dieu fait, c'est un scandale économique. Parce que le scandale humain, on n'en parle même pas. Où va ce pays? Où va la Guinée? De scandale en scandale. Cher ami, je vais vous parler du dessous de cette destruction programmée par Mamadi Doumbouya. Je vais vous parler des conséquences immédiates, mais aussi vous dire quelques prémices des conséquences à long terme. Parce que Mamadi ne détruit pas la Guinée d'aujourd'hui, mais il détruit la Guinée de demain. C'est-à-dire notre avenir et le devenir de nos enfants. C'est ça, Mamadi. Mais avant d'aborder tous ces sujets, j'aimerais faire appel au bureau politique national du RPG. Prenez vos responsabilités. Ne laissez pas Makanera aller désorganiser, aller faire n'importe quoi. Toutes les personnes qui ont été en contact avec Makanera, qui ont fait une vidéo au nom de RPG et qui ne sont pas habilités à le faire, suspendez-leur, pour ne pas dire, disons, exclusez, mais pour le moment, l'action la plus immédiate à prendre, c'est de suspendre toutes les personnes qui étaient... Parce que la vidéo est là, ils sont identifiés, ils sont connus. Parce que ne laissez pas ces petits bilakouros aller semer du désordre dans votre maison. Vous êtes assis, vous le regardez timidement, personne ne bouge. À quoi sert un bureau politique national? C'est de prendre les décisions quand le parti est menacé. Et ça, c'est flagrant. N'attendez même pas dire on va se réunir. Non. Le secrétaire général qui est là à l'heure là, qui représente le président de la République, Alpha Condé, a le droit de sanctionner toute personne qui pose un acte qui est contraire à l'idéologie du parti. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que la chose soit consommée? Vous attendez qu'on désinforme nos militants à la base? Mais de grâce, vous avez été irresponsable le 5 septembre en déclarant que vous prenez l'acte. Et si vous continuez à être irresponsable, nous les alphaïstes, militants, convaincus, nous n'allons plus vous reconnaître. On vous reconnaît, on sait que parmi vous-même, il y a certains qui ont un pied dedans, un pied dehors. Mais de grâce, assumez-vous. Tous les membres du bureau politique même qui ne viennent même plus à l'Assemblée générale, là, il faut leur exclure du parti. Ils n'ont pas le c'était les opportunistes, on leur connaît tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait Kiridi Bangoura? Kiridi Bangoura ne fait rien que détruire, c'est-à-dire pousser en prison les militants ou les cadres de RPG parce que lui, c'est sa carrière personnelle qui l'intéresse. C'est les gens qui n'ont jamais appartenu à un parti politique.
c'est les parasites. Kennedy Bangura, tout le monde sait depuis longtemps. Mais personne d'entre vous n'ose dénoncer ou prendre les actes. Mais à quoi sert le bureau politique? Vous laissez Makanera aller semer du bordel dans votre fief. Imaginez un instant que Makanera aille faire la même chose à l'Abi. Vous allez entendre les échos. Donc, de grâce, mon pas nous démissionne, militant Moussolu, RPG Molu. Makanera Blakroke mi wato kankangoji, ko wa pagay finkei, apa wa yala minala sri. Ka gbasi, ka la fembetie, alkana silan. Mo kuntan mi finke, ayala intérêt le ko. Alkanal toluma lo molla. Womo kuntan mi a fola dire ma ko RPG alter RPG ro. Mo couronli. Mais un bureau politique national fana an bara fwa yali décision ta al kali molon kankambe kallo batra molu mo kuntanlu barakatari finke mandin sarakadenu oliwa kawa pagai ke kanka al sinani ajalo mimba na ka fwali ala mina ka basiyan hankala wa finkero cimetière. Mais c'est-à-dire moi, c'est l'inaction, bureau politique, la inaction, ou les bamina. Maintenant, comment m'y est bisoma? N'y a que tout comme ça, béa comprend après, m'be parti d'où, am bénya la, l'agné tient ton yami, an économie tient ton yami, l'onti tam la, scandale ma faux l'agné kouro. Très cher ami, je voulais passer un message de colère et un peu mélangé parce que je n'aime pas les faux types, les malhonnêtes, les hypocrites qui font semblant qu'ils sont avec vous, mais ils jouent d'autres jeux derrière là. Donc j'ai voulu parler à mes camarades, les militants du RPG au niveau de la Haute-Guinée, mais nous allons régler ça. Vous savez, Makanera, c'est un marchand. Makanera, c'est quelqu'un qui est né après la honte. Vous savez, quand un enfant n'a pas de dignité, il a grandi. Le travail de Makanera, c'est ça. C'est-à-dire, il est démarcheur. Lui-même, il le sait. Après l'université, il n'a pas trouvé de boulot. C'était le démarchage d'abord pour les terrains et les maisons. Donc, Makanera a évolué dans l'escroquerie pro-max. Donc, il ne sait que faire ça. C'est son métier. Mais aller se promener, dire qu'il va pour débaucher les militants de RPG et tout ça, on ne fait pas ça dans une maison privée, qu'il aille au siège de RPG pour faire sa déclaration. Parce que c'est là la maison de RPG. Mais ce n'est pas aller regrouper ces maudits qui se disent militants, fédéraux, je ne sais quoi. Le RPG, c'est un parti organisé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Après le coup d'État, on dit que le RPG était mort, non? Mais comment tu peux aller consulter un mort, quelqu'un qui est mort déjà? Bon, je ne vais même pas m'attarder sur ces trucs-là. De toutes les façons, le bureau politique national doit prendre les décisions maintenant là. Parce que quand un acte comme ça se passe, la décision immédiate à prendre, c'est de suspendre jusqu'à voir clair dedans avant d'exclure complètement. Parce que ça, c'est l'acte la plus, disons, la plus condamnable dans un parti. Quelqu'un qui vient démobiliser le parti à l'intérieur, se réclamant membre de ce parti, mais lui, c'est à exclure. Il n'a qu'à aller créer son parti ou adhérer au parti qu'il veut, mais il ne fait plus partir du groupe. À moins que le bureau politique soutienne ceux qui déclarent ces rebelles-là, parce que moi, je leur appelle ça, ces fauteurs de troubles-là.
mais de prendre leurs responsabilités pour une fois. N'attendez pas 2 jours, 3 jours. Il n'y a même pas de consultation à faire. Mais nous allons suivre l'affaire dans les jours à venir. Mais de toutes les façons, moi, je suis fâché de l'inaction du bureau politique national. Parce que c'est les gens qui, il me semble qu'ils ne sont pas responsables. Ils ne peuvent pas prendre une décision responsable. Comment le parti va survivre si chacun peut venir dire n'importe quoi, créer du bordel? Et nous savons qu'en Guinée, 70% de nos parents sont des analphabètes. Il suffit de manipuler, faire passer des vidéos partout. Faites un communiqué officiel et nous allons diffuser ça. Mais si vous vous arrêtez, vous regardez, c'est comme si vous confirmez ce que ces gens-là, Makanera est en train. Makanera est parti pour ça. Le plan a été bien monté. Donc réagissez. N'attendez pas 3-4 jours avant de réagir. Réagissez une fois dans votre vie. Prenez votre responsabilité. Bon, revenons au sujet. Je parlais de la décadence de notre économie qui, malheureusement, bientôt, c'est la faillite de l'État. Avec la récession économique. Un État qui faillit, c'est un État qui n'arrive plus à assumer les fonctions d'un État. Le fonctionnement de l'État n'est plus possible parce que ceux qui s'autoproclament comme gestionnaires de ce pays-là, ils dilapident tout ce que nous avons comme économie. C'est-à-dire, Gawa l'a dit, tout le monde a écouté ça, et dit que la Guinée n'a jamais eu de l'argent dans sa caisse au trésor public qu'en 2021, après le coup d'État. Parce que Alpha avait laissé plus de 2 milliards 500 millions de dollars comme réserve à la Banque centrale. Au-delà de ces 2 milliards, tous les comptes des départements ministériels étaient bloqués parce qu'il y avait un audit de la BAD qui était à Conakry à l'époque. Et la Banque mondiale a dit qu'en 2020, avant le coup d'État, l'économie guinéenne était l'économie la plus résiliente de la sous-région CEDEAO. Notre croissance économique était à 7%. Que diront-ils? Voilà, 3 ans après, notre économie est au plus bas et que tous les jours qui passent, vous entendez, tel a détourné. À la direction générale de la douane, on nous parle de 100 millions de dollars, soit 1000 milliards de francs guinéens qui a disparu. Le directeur général de la douane, son adjoint, ils sont actuellement en prison, plus 10 autres personnes, ils sont en prison. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelques semaines après, c'est la direction générale des impôts. Il y a 120 millions de dollars qui a été détourné dans cette direction. Actuellement, le directeur général est en prison, son adjoint en prison, son comptable en prison, et l'enquête a été diligentée par celui qui les a nommés, c'est-à-dire Mamadi et son équipe qui l'ont arrêté. Hein. Ce n'est pas les racontars de... Mais ils sont en prison. Comme le mal ne vient pas seul, c'est 4 à 6 tonnes d'or qui disparaissent complètement à la Banque centrale.
Aujourd'hui, j'apprends que hier, lundi, le gouverneur de la Banque centrale et 3 autres personnes ont été déférées à la prison centrale de Koronti. Dans l'affaire de l'or disparu entre la Banque centrale et Dubaï, il paraît qu'il impliquait le gouverneur de la Banque centrale, Karamoko Kaba, son adjoint, et l'auditeur, je ne sais pas l'auditeur principal ou quoi, qui a été suspendu, et le faux type qu'on appelle Tian Gouita, président de l'Union nationale des orpailleurs, je ne sais pas quoi. Ils sont tous en prison depuis hier. 6 tonnes d'or. C'est plus de 600 millions de dollars. 6 tonnes d'or. Une tonne d'or équivaut à 100 millions de dollars. Imaginez-vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas fortuit. Mamadi n'a pas mis ceci en prison pour rendre justice à la Guinée, pour récupérer d'abord l'or qui a été saisi là. Mamadi l'a déclaré à son nom, c'est-à-dire le patrimoine guinéen, les 6 tonnes d'or là. Ça devrait être déposé au nom de Mamadi. Mais l'escroc, le faux type mauritanien, Seydou Sidia ou Seydouba Sidia, je ne sais pas, le Mauritanien que Mamadi a donné la nationalité guinéenne en 2000, je crois 2023, cet escroc, il a une société de transport sécurisé des matières premières ou des objets précieux. Il a cette société de sécurité depuis au temps d'Alpha Condé, il existe. Mais ce monsieur est lié avec certains oligarques, c'est-à-dire les riches russes, qui sont sanctionnés par l'OTAN, dont les États-Unis d'Amérique. Donc ce Mauritanien prenait l'or guinéen, le mettait comme garantie dans certaines banques pour avoir de l'argent. Et il se servait de cela pour blanchir l'argent de ce russe-là, cet oligarque riche qui est le propriétaire de Rissan et qui a une mine d'or en Guinée, à Guinguiraï. Donc ce monsieur-là, il fait le blanchiment d'argent pour les milliardaires riches qui sont sanctionnés par l'OTAN, dont les États-Unis. FBI s'est rendu compte, ils ont bloqué son compte. Et en bloquant ce compte-là, ils trouvent que les 6 tonnes d'or de la Guinée font partie de de cette manigance de blanchiment d'argent. Les Américains ont bloqué tout. Et le monsieur, à l'heure là, il est en résidence surveillée à Dubaï. Tous ses comptes sont bloqués. C'est pourquoi vous avez vu les articles dans Guinée News, on veut dire, ah le gars, c'est Alpha qui l'a fait venir et tout. Mais autant d'Alpha, il n'a jamais osé faire des bêtises comme ça. Pourquoi autant de Mamadi, Alpha ne l'a pas donné la nationalité guinéenne? Pourquoi c'est Mamadi qui a donné la nationalité et c'est autant de Mamadi qui fait ces bêtises? Bref, c'est pour vous dire, c'est-à-dire cette affaire-là a pris une nouvelle tournure qui dépasse même la Guinée. C'est parce que FBI est impliqué dedans et les Américains veulent voir clair dedans. Vous savez, avec l'arrivée de Donald Trump, lui, il n'intervient pas, hein, il ne cherche pas à midi 14h pour agir. Donc Mamadi, pour faire croire aux Américains qu'il prend la chose au sérieux, c'est pourquoi le lundi, il a ordonné d'arrêter le gouverneur de la banque et tout ça là. Sinon, l'affaire là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis 2004, vers le mois de juillet, août 2004, là, on a caché et tout ça. Mamadi est spécialiste des faits. Dès le coup d'État, il voulait réquisitionner les 4 tonnes d'or que Alpha avait déposées en Belgique et puis aux États-Unis. Il voulait aller retirer ça. C'est-à-dire, quand je vous dis
que la Guinée est en destruction, vous n'allez pas croire. Donc l'arrestation ou le déferment du gouverneur de la banque, son adjoint et Goïta, Tian Goïta là, c'est une poudre aux yeux, c'est pour calmer les nerfs, c'est pour ne pas que les Américains, parce que quand les Américains commencent une enquête, au-delà du fait qui est présent, ils cherchent d'autres éléments aussi à ajouter. Parce qu'aux États-Unis, il y a quoi? On appelle aux États-Unis, il y a multiples peines. C'est-à-dire, on peut te condamner pour un fait que tu as causé, que tu as violé. Et derrière ce fait-là, s'il y a une autre action que tu as eu à faire, on ajoute, c'est-à-dire la double condamnation. On peut cumuler le nombre de condamnations du mal que tu as fait. On regroupe tout. C'est pourquoi aux États-Unis, c'est pas rare de voir quelqu'un condamné à 100 ans. Donc Mamadi est dans ça, parce que les Américains ont dit au-delà de ça, est-ce que le gars-là, il n'est pas dans l'affaire de drogue? Parce qu'on enquête aussi sur ça, sur le dos de Mamadi. Donc Mamadi, pour atténuer la pression, il dit, bon, je vais faire voir, pas aux Guinéens, hein, mais aux Américains, que je prends l'affaire là au sérieux. Moi, je ne suis pas dedans. Mais les Américains, ce n'est pas les bêtes. Ils savent que tout est piloté par Mamadi. C'est parce que l'affaire s'est gâtée. Maintenant, il dit, ah, moi, je ne suis pas dedans. Mamadi connaît tout de A à Z. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui ordonne. Les autres, c'est les exécutants. Mais aujourd'hui, ils sont dans la merde parce qu'ils ont voulu manger avec le diable. C'est le même cas que le directeur de patrimoine bâti, Mohamed Ouattara, ou je ne sais, il paraît hier ou avant-hier, il a fui, il est sorti à Conakry. Mais comment il est sorti? On parle plus de quoi? 267 milliards de francs guinéens, imaginez-vous. C'est plus de 30 millions d'euros qu'il a détourné. Mais il n'a pas détourné seul. Et puis, ce n'est pas les faits, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Vous savez, quand le puits est sec, il n'y a plus trop d'eau dans le puits. Maintenant, le gardien du puits, il ne va pas laisser n'importe qui venir puiser dedans. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, ils ont tellement volé, ils ont tellement, disons, c'est-à-dire, l'étape de Koutou est finie. Donc, le peu qui est là, il faut repartir ça à des personnes vraiment qui sont puissantes dans le groupe ou qui ont une importance dans le groupe. Donc, c'est à cause de ça, c'est cela que nous assistons. Mohamed Ouattara, c'est un proche de Mamadi, c'est l'un des plus proches de Mamadi. C'est comme les Papa Fofana, les Bill Condé, tous sont eux avec eux. C'est-à-dire, c'est la pagaille totale. Donc hier ou avant-hier, ce dernier a fui de la Guinée. Comment il est sorti de la Guinée? Parce qu'il n'est pas sorti par les frontières. Il paraît qu'il a pris l'avion. Et quelqu'un qu'on doit déférer le lendemain, il fuit, il sort par... Le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a informé de dire, mais si tu ne quittes pas demain, on va te mettre à ça. Donc, c'est du débandade. Mais ce qui fait mal, c'est la Guinée qui est détruite. C'est notre pays qui est en destruction. Mais imaginez-vous, en un mois, en décembre 2024, janvier 2025, il y a eu plus de 1,5 milliard de dollars qui a disparu, qui a été détourné en Guinée. Et Mamadi, au lieu de faire la guerre aux gens, bon, je ne protège personne, mais un dossier économique qui dure depuis 30 ans maintenant, l'affaire de Ousmane Kaba ou des shérifs Ba et tout ça, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il y a des affaires immédiates là. Ce qui s'est passé il y a 30 ans, certes, on doit s'occuper, mais ce qui se passe maintenant là,
Nous savons tous que depuis que Mamadi est venu, depuis que l'inspection générale de l'État, son premier audit, il dit de 2001 à 2021, 2021 à 2022, il y a eu plus de 400 et quelques milliards de francs guinéens qui a disparu dans la caisse de l'État et personne n'a été inquiété. On a vu des ministres ici, le groupe de Yaya Ba, en train de répartir les pourcentages sur les travaux publics. Nous avons tous écouté. Qui a été condamné parmi eux? Personne. On a vu le ministre de la Santé qui a été arrêté. On dit qu'il a détourné plus de 200 et quelques milliards. Est-ce que vous avez entendu que ce ministre-là a été condamné? Non. L'ex-directeur général du SONAP, Moussa Sissé, qui était ministre de l'économie, il y a eu plus de 190 millions de dollars qui a disparu. Il a fui. Il est sorti de Conakry. Qu'est-ce qu'on a entendu? Bouakar Ly, qui était son conseiller des mines à la présidence, il y a plus de 30 millions de dollars qu'il a volé. Il est couché à Dubaï. Je vous dis, c'est la pagaille. C'est-à-dire, on ne peut même pas finir de citer tout ce qui se passe avec Mamadi. Quand je vous dis que c'est la destruction programmée de notre pays, au vu et au su de tous. Et ce qui fait plus mal, c'est quand tu vois certains qui se disent intellectuels, en voyant ces réalités-là, et soutenir encore Mamadi. Et c'est les mêmes qui vous disent, j'aime la Guinée, Mamadi est en train de travailler, mais avec toutes ces... Et puis c'est les faits que Mamadi lui-même et ses personnes sont eux qui dévoilent les faits au grand public avec les preuves. Ce n'est pas les faits inventés, non, c'est réel, c'est les faits réels. Et pendant ce temps, un fonctionnaire de l'État qui a à peine 2 ou 3 millions de dollars, on a triplé, voire même plus de 500% sa facture de courant qu'on a augmentée. Une retraitée nous disait qu'il prend à peine 300 ou 400 000 francs guinéens comme pension de retraite. Et il y a quelques mois, sa facture d'électricité payait quelque chose de 120 000. Et récemment, on l'envoie une facture plus de 450 000 fois 500% d'augmentation sa facture d'électricité. Et pendant ce temps, on entend tous les jours des milliards qui sont détournés. 100 millions ou 1000 milliards de francs guinéens à la douane. Plus de 1200 milliards de francs guinéens à la direction générale des impôts. Plus de 600 000 milliards à la Banque centrale avec les 6 tonnes d'or. Pendant ce temps, les Kassori sont en prison en disant, soi-disant qu'ils ont détourné 15 milliards de francs guinéens. Ou Damarou 9 milliards et que 6 milliards qu'il a laissé à la Banque centrale, c'est dans sa Kourouba qui est venu retirer ça là-bas. Avant même sa nomination par Mamadi, il a utilisé ça, mais on ne fait pas cas. Pendant ce temps, c'est nous, maman, qui profitaient des MIFA que Alpha avait créé, qui n'ont plus de MIFA. Tout est arrêté. Ces crédits qu'on leur donnait pour faire comme fonds de commerce, pour développer leur activité, tout est arrêté. Nos parents paysans, au champ de Mankountan à Beila, recevaient de l'engrais dans leurs champs à 120 000 francs guinéens, qui étaient subventionnés à 50% par l'État guinéen. Cela a disparu. C'était les 15% des recettes minières qu'on mettait dans Anafig pour le développement de nos communautés rurales. Il n'y a pas une sous-préfecture en Guinée aujourd'hui où vous ne trouverez pas une action d'Anafig au temps d'Alpha Condé. Cela a disparu.
Pendant ce temps, l'exportation de la bauxite a augmenté. On est à 120 millions de tonnes par an. L'argent là va où? Mamadi le détourne. Il est distribué à des gens. Aujourd'hui, quand je vous dis que la pression fiscale sur les compagnies privées et les sociétés minières, dont aujourd'hui il y a beaucoup de sociétés minières qui ont fermé, hein, en Guinée, on ne vous dit pas. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, réfléchissons. Ne nous laissons pas baratiner ou, disons, ces maîtres chanteurs qui viennent nous dire Simandou 2040, Simandou 2040. Pour développer une activité minière dans un pays, il faut créer ce qu'on appelle un cadre attractif. Il faut créer les conditions qui attirent les investisseurs. Parce que l'exploitation des mines, ce qui est coûteux dedans, c'est l'investissement dans les infrastructures. C'est-à-dire, en Guinée, les carrières sont généralement dans les brousses, il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Donc, les gens viennent chercher à l'état sauvage le bien, la matière première qui est là pour le valoriser. Donc, ceux qui doivent investir dans la carrière n'est pas si énorme, mais c'est ceux qui investissent dans l'exploration et la recherche de cette matière première. Parce qu'on n'a même pas complètement exploré les recherches minières qui sont en Guinée, ce n'est pas connu. Donc les gens investissent beaucoup plus dans la recherche, la découverte, et mais aussi les logistiques de transport et tout ça, que l'exploitation elle-même. C'est ce qui fait qu'en Guinée, deux fois, ces sociétés minières dépensent beaucoup plus dans la phase préparatoire que dans la phase de production même. Quand vous prenez Simandou et tout ça là, parce que c'est ce qui fait, je dis ça souvent, que l'exploitation, les mines dans l'économie d'un pays, c'est-à-dire la valeur ajoutée du mine, s'il n'y a pas d'usine de transformation dans le pays, ça ne représente que 20% de l'activité. Les 80%, c'est les infrastructures qui accompagnent la mine. C'est-à-dire les routes qu'on fait, les chemins de fer qu'on fait, les dispensaires ou les projets agricoles qu'on initie au long de l'axe. C'est ça qui est important. Parce que les mines, c'est les matières qui sont épuisables, c'est-à-dire ça va finir un jour. Les mines ne sont pas éternelles. Mais les infrastructures, les ponts, les routes, le chemin de fer et tout ce qui s'ensuit, ça va rester pour des générations et des générations. C'est ça qui est important. Donc, c'est pour vous dire que avec Mamadi, il vend le rêve. Il vend le rêve. Actuellement, pour compenser ce déficit, parce qu'il n'a plus d'argent à gaspiller. L'argent, il y avait beaucoup d'argent, mais eux, vous savez, les arrivistes, quand ils viennent, ils ne sont pas habitués à avoir une forte somme. Ils ont trouvé qu'il y avait tellement d'argent. C'était la pagaille, bamboula, chacun vient, coutou, chacun vient et prenait sa part. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Il a deux solutions. Soit en fabriquer, faire les planches à biais, donc ça c'est l'agonie complète de l'économie, c'est-à-dire le fonctionnaire pour prendre son salaire, il doit aller avec les sacs de 50 kilos là, parce que l'argent va perdre complètement sa valeur comme maintenant là. Ça c'est la première option. Ils ont essayé, mais pas à grande échelle, ça n'a pas donné de résultat. Donc la deuxième option c'est quoi? C'est mettre la pression fiscale, c'est-à-dire aller réquisitionner, saisir les comptes dans les banques des sociétés privées, des sociétés minières, en disant, payez vos taxes
de l'an 2027, c'est-à-dire 3 ans avant, tu payes les taxes là aujourd'hui, parce que nous, on a besoin de l'argent. Ceux-ci disent non. On ne peut pas payer les taxes 3 ans en avant. Et si, durant ces 3 ans-là, vous n'êtes plus là, comment nous allons faire? Nous allons dire, ceux qui vont venir, on dit, ah, on a payé les taxes à ceci. Ils disent, mais est-ce que cela respecte le code minier? Donc, vous n'avez pas respecté les lois du pays, quelle que soit la pression sur vous, parce qu'actuellement, le code minier n'existe plus. Hein. Mamadi fait à sa tête, c'est Bala Samoura qui est non seulement Bala Samoura, Giba Diakité, Idi Amin, Amara, sont eux qui sont les gestionnaires des mines en Guinée, parce que la gestion des mines en Guinée est rattachée maintenant au ministère de la Défense. Hein. Nos recettes minières servent à quoi? Acheter les chars, c'est-à-dire les équipements militaires. La Guinée n'est pas en guerre, mais elle achète ça pour tuer les Guinéens, parce que pour eux, pour se maintenir au pouvoir, il faut la force. Donc, pour avoir cette force-là, achète les arguments pour faire peur aux gens. Mais on dit un peuple debout, déterminé, aucune force ne peut l'empêcher. Il n'y a pas cette force aussi puissante que la force du peuple. Quels que soient ces trucs-là, ça ne dit rien. Donc, bref, Mamadi, comme il n'a plus d'argent à distribuer, parce que lui, l'économie guinéenne sert à quoi? À se maintenir au pouvoir choco-choco, c'est-à-dire financer les mouvements de soutien, payer à milliards ses gardes rapprochés pour le sécuriser, c'est-à-dire il a braqué un pays, donc il veut rester par la force. Donc il met tous les moyens de l'État, ce qui doit rentrer dans la construction des routes, les dispensaires, les écoles. Il prend ça, il distribue et puis il se barricade. Mais il se trompe. Donc pour combler tout ce qu'il a comme difficulté financière, il demande à des banques. D'abord, il en a fait avant, il avait pris 500 millions de dollars, je crois que c'était en 2022. Et puis il a besoin de 900 millions de dollars maintenant. Il dit à des banques, vous me donnez l'argent ou je vous ferme. C'est-à-dire il a pris tellement d'argent que les banques primaires, là, il y a beaucoup qui sont en difficulté. Donc c'est la même chose qu'il fait avec les sociétés minières et les sociétés privées. Savez-vous qu'il y a, disons, c'était en 2024, il y a plus de 400 hommes d'affaires guinéens qui passaient chez Bala Samoura, c'est-à-dire on leur auditait, on leur pressait de payer les taxes avant le temps. Même certains avaient payé. Donc les sociétés minières à l'heure-là sont dans ce collimateur-là. Il y a beaucoup de sociétés minières en Guinée qui sont fermées. Donc, ça veut dire que Mamadi est en train de détruire tout ce que Alpha a eu à construire pendant les 10 ans passés. Parce qu'on le voit. Donc, pour manipuler les jeunes, les plus jeunes surtout, Mamadi fait croire à la jeunesse guinéenne qu'avoir un décret de lui est synonyme de la réussite sociale. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui ne défendent plus leurs droits, ne réclament plus leurs droits. Plutôt, ils se battent pour avoir ce décret. Ils se battent pour avoir un contrat de marché public ou un don de voiture 4x4. Mais ils oublient quelque chose, que cela ne peut pas garantir leur avenir. Ces décrets éphémères qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune valeur peuvent être remis en cause du jour au lendemain. Parce que vous tous, vous savez que ce n'est pas sur mérite. Ou quelqu'un qui vient, qui détruit ton pays, te donne une voiture, toi tu fermes la bouche ou tu fais les campagnes pour lui. Parce que ce qui est mal en Guinée, c'est que
Le jeune Guinéen ne se bat pas pour la Guinée. Il ne se bat pas pour la République. Mais quand tu le vois dans les réseaux sociaux, il est champion. Hein? Ah, le pays n'est pas développé. Vous voyez en Côte d'Ivoire, ça se passe au Sénégal, au Bénin. Mais en Guinée, lui, tout son combat, c'est pour remplacer celui qu'il appelle dans le quartier Magra. Remplacer son grand du quartier là, c'est pas pour changer les mauvaises pratiques. Hein, Non, il vient de renforcer ces mauvaises pratiques. Tout son combat, le combat du jeune Guinéen, c'est ça. Remplacer son grand pour faire le gros dos dans le quartier, avoir 10 ou 20 copines, c'est ça l'objectif principal du jeune Guinéen. Si la jeunesse guinéenne prenait l'exemple sur le Sénégal, si les jeunes Sénégalais étaient comme, se comportaient comme les jeunes Guinéens, en cherchant les décrets, en courant derrière les voitures, en cherchant l'argent auprès de Macky Sall, si les artistes sénégalais chantaient l'éloge de Macky Sall à ce temps-là, avec l'arrestation de Sonko, si les imams sénégalais et les sages sénégalais disaient dans les mosquées, dans leurs serments, que Macky Sall, c'est un don de Dieu, que le pouvoir, c'est donné par Dieu, qu'il faudrait laisser Macky Sall continuer de diriger le Sénégal. Si ces opportunistes, ces démagogues sénégalais, c'est-à-dire ce que les Guinéens font aujourd'hui, si les Sénégalais faisaient la même chose au temps de Macky Sall, comme les mouvements Merci mon président, ou d'Ismaël Condé, ou je ne sais pas, ces multitudes de mouvements de soutien à Macky Sall. Ou si Macky Sall offrait une V8 à Aliceni Makanera, à Oudi Premier, à Ahmed de Paris, à quoi, Mam Konaté ou Yasseka ou je ne sais quoi, distribuer des véhicules à des jeunes comme ça pour le supporter. Est-ce qu'aujourd'hui on allait parler de l'événement de Sonko? Non, on n'allait pas applaudir l'alternance au Sénégal. Si les jeunes Sénégalais se comportaient, s'étaient comportés comme ce que les Guinéens, les jeunes Guinéens font aujourd'hui, il n'y aura jamais eu de changement au Sénégal. Macky Sall allait continuer. Mais vous savez, mon père me disait souvent, il dit pour prédire l'avenir d'une famille, il faut regarder les enfants, leur comportement, leur manière de faire. Il a transposé ça sur l'avenir d'un pays. Il dit, pour prédire l'avenir d'un pays, il faut regarder le comportement de sa jeunesse. Parce que l'avenir appartient aux jeunes. C'est les jeunes qui sont les relèves de demain. Mais si ces jeunes sont irresponsables, ils ont un comportement déviant, ils n'ont pas, disons, l'amour de leur pays, mais c'est automatique. Vous direz que l'avenir sera sombre. Ce n'est pas pour rien que les autres pays nous dépassent. Sinon, on a tout en Guinée. Mais la seule chose qu'on n'a pas, c'est la responsabilité de la jeunesse. C'est l'irresponsabilité de la jeunesse et la loisivité de la jeunesse. Aujourd'hui, Mamadi se sert de cette jeunesse en aménageant les plages, en créant ce que j'appelle la légèreté et l'oisivité dans le pays, la perversité pure, en créant cela pour prendre l'âme des plus innocents de notre société, qui sont des enfants qui passent tout leur temps sur TikTok, les réseaux sociaux. Ils leur transforment en label commercial. Ils leur balancent sur les réseaux parce que Mamadi vit de ça. Et
intoxiquent dans leurs idées l'illusion, le rêve de la Guinée, qu'il appelle Simandou 2040, sans leur dire comment Simandou 2040 va changer leur vie. Parce que ce contrat de Simandou, aucun Guinéen ne le connaît. Ce n'est pas public. C'est du faux. C'est du rêve. Celui qui n'a pas pu changer, améliorer ce qu'il a trouvé du bon, gâter ce qu'il a trouvé du bon. Le cas de courant électrique est là. Est-ce que celui peut vous garantir un avenir heureux pour vous? Mais on est dans une société où les enfants n'ont plus l'esprit à réfléchir. On leur a transformés en objets, c'est-à-dire on leur utilise. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez sur les forums TikTok ou réseaux sociaux, quels sont les débats sur ça? Parce que Mamadi, c'est-à-dire quand je vous dis que Mamadi, c'est le plus mauvais, c'est-à-dire même le colon, Mamadi a créé ce psychose. Maintenant, il conditionne les jeunes à nous déchirer entre nous, c'est-à-dire le conflit communautaire. C'est ça que Mamadi est en train de créer alors. Allez-y, écoutez sur les trucs, de fois même, j'ai des mots de tête. Si ce n'est pas les jeunes malinqués qui insultent les jeunes Soussous ou les jeunes Peuls ou Forestiers, c'est Mamadi qui a créé, c'est lui qui entretient ça. Il paye. Mais quand vous voyez un officiel, le ministre de l'administration du territoire, qui est censé être le porteur de la cohésion sociale dans le pays, va dans la région du président en disant celui qui est président, c'est le vôtre, c'est votre enfant. Il faut le soutenir. Il est venu par la force, il va rester par la force. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Un ministre d'État qui dit ça publiquement, ou un préfet qui dit le docteur Diabaté qui a brûlé l'effigie de Mamadi, on le tue. Il dit devant tout le monde. Il dit, retenez ça. Vous voyez ce qui est arrivé à ce dernier. On l'a tué. Si quelqu'un d'autre le fait, on va le tuer lui aussi. Un gouverneur de la région. Et ça ne finit même pas. C'est les officiels qui parlent comme ça. Et il n'y a aucune sanction. Ça passe comme une lettre à la poste. Et tout le monde s'accommode. Vous savez, la guerre dans un pays, la guerre civile dans un pays, ça ne se déclenche pas de jour au lendemain, on entend les filles. Non, ça se construit. D'abord, elle est psychologique. Si vous voyez dans un pays où l'injustice atteint un certain niveau, l'insécurité, dites-vous que c'est les prémices de l'affrontement civil, la guerre, ce qu'on appelle la guerre civile. Personne d'entre nous ne sortira gagnant dans une guerre civile, donc on ne peut pas souhaiter la guerre civile. Mais nous appelons la guerre contre Mamadi, pas contre les civils, mais contre Mamadi et ses amis. Il faut que tous les Guinéens se mettent en tête, si on n'enlève pas Mamadi, si on ne se révolte pas contre Mamadi, pour l'enlever, tôt ou tard, nous allons nous entre-déchirer entre nous. Parce que Mamadi fait tout pour cela. Donc, cher ami, à partir du moment où Mamadi Doumbouya a, c'est-à-dire il a foulé aux pieds tous les principes démocratiques, tous les principes, c'est-à-dire d'un être humain. Donc pour nous, éliminer Mamadi d'une façon ou d'une autre est la légitime défense. C'est-à-dire, tout Guinéen aujourd'hui est en danger avec Mamadi. Donc, résister ou faire quelque chose pour anéantir Mamadi et même l'éliminer physiquement, c'est la légitime défense.
Le pouvoir de Mamadi n'a aucune raison d'être même. Mamadi n'est plus quelqu'un qui doit se dire je gère un pays et tout ça. Mamadi n'est qu'un braqueur. À partir du 31 décembre, il ne gît aucune légitimité. Il n'a jamais eu de légitimité. Mamadi mène la Guinée comme un braqueur, quelqu'un qui a braqué par la force, dire aux gens, vous voulez, vous ne voulez pas, c'est moi qui. C'est ça, Mamadi, actuellement. Donc, dialoguer avec une telle personne, c'est une perte de temps. Certes, on veut bien dialoguer. Mais comment dialoguer avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole? Comment dialoguer avec quelqu'un qui passe tout son temps pour confisquer le pouvoir comme Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas honte de rompre avec son serment? C'est-à-dire qu'il dit quelque chose aujourd'hui et dans la pratique, on a tous entendu les communiqués ici et tout ça là. Je ne vais pas faire un jour de plus, ou bien tout mouvement de soutien doit être interdit. Mais en pratique en Guinée, qu'est-ce que nous voyons? Ou dire je suis venu pour assainir la lutte contre la corruption. Vous avez tous vu. Je vous ai parlé qu'en un mois seulement, il y a plus de 1,5 milliard de dollars qui a disparu. C'est-à-dire de la douane, en passant par l'impôt, en passant par la Banque centrale, l'OGP de Mandian Sidibé, patrimoine bâti. C'est-à-dire dans toutes les directions, même à l'heure, la Marakamara, et jusqu'au Kouzi. C'est-à-dire, ils sont en train de s'entretuer entre eux. Vous savez, quand Dieu veut faire, disons, la lutte, quand vous salissez quelqu'un par le mensonge, par la calomnie et tout ça, c'est Dieu qui viendra le réhabiliter par la vérité. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, il n'y a rien à faire. Mamadi ne connaît que le langage de la force. Donc, ceux qui parlent qu'il faut le dialogue peut-être est possible, mais pas avec Mamadi Doumbouya, c'est après avec Mamadi Doumbouya. Mamadi ne connaît que le langage de la force. Et notre dialogue, ouais, souhaitable entre, disons, sincère et productif entre les forces politiques, entre la société civile, entre les syndicats ou les religieux, bon, pour ceux qui restent, ceux qui sont honnêtes, parce que ça aussi, il y a beaucoup de pourriture entre eux. Pour mettre fin à cette dictature, il faut un dialogue entre toutes ces forces vives de la nation pour mettre fin à cette situation. Parce que la situation ne fait que s'aggraver. Ça ne s'améliore pas. Donc il faut dialoguer avec tout le monde pour mettre, disons, à côté ceux qui sont en train de détruire notre pays. Sinon, pour Mamadi, c'est fini. Tout Guinéen conscient aujourd'hui se rend compte que c'est fini. Seuls les démagogues pro-max là, comme les Makanira et d'autres, qui exhibent sur les réseaux sociaux, il m'a donné telle voiture et telle autre, mais pendant ce temps, c'est 15 000 enseignants qui attendent plus de 2 ans maintenant, les arriérés de salaire. Pendant ce temps, c'est plus de 20 000 fonctionnaires qui ont été, disons, certains ont été mis en retraite anticipée, qui n'ont pas leur pension. Pendant ce temps, c'est les factures d'électricité des Guinéens qu'on augmente à plus de 200%. Mais Mamadi, il s'en fout. Il distribue des voitures. Maintenant, il commence à donner aussi des tonnes, plus de 40 tonnes de ciment. Il a donné ça à Fou de Barreau, il paraît, pour construire sa maison à Kobaya. Et donc, il distribue le bien de la Guinée comme pour lui, la Guinée l'appartient. Les choses sérieuses, tout ce qui nous appartient tous, Mamadi prend ça pour gaspiller, pour faire ce qu'il veut. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse,
c'est de rester au pouvoir. C'est de maintenir, c'est-à-dire tout ce qui peut renforcer son pouvoir. C'est ça qui est important pour lui. Tout le reste, il s'en fout. Les Guinéens qui meurent, les femmes qui meurent dans nos hôpitaux par manque de médicaments. Les césariennes sont inabordables. Les hôpitaux dans les préfectures. Il y a des enfants qui ont été victimes de cette barbarie à Zérekouré. Certains sont mourants. On n'arrive même pas à leur prendre en charge. Mais s'il faut distribuer les véhicules à des Macanera, les hauts du premier et tout ça, c'est les véhicules qui ont une valeur marchande de plus d'1 milliard de francs guinéens. Ça, il est champion dans ça. Et certains vanoupiers disent, ouais, il a bon cœur. Il a bon cœur, quoi. Et est-ce que l'argent, là, Mamadi le tire où? Il y a des choses les plus sérieuses en Guinée. Mais comme la mission de la GRIEF, c'est de servir Mamadi et ses amis, non le droit. Donc un jour, la vérité va triompher parce que tout ce qu'on fait contre les autres, là, ça retourne contre vous. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a plein de gens. Quand vous prenez Mandian Sidibé, qu'est-ce qu'il ne racontait pas sur Alpha Condé ou sur la mauvaise gestion des cadres? Aujourd'hui, il est où? J'aurais même appris qu'il s'est déclaré qu'il est malade, qu'il a un mur de pied, on l'envoie à l'hôpital Yasdin. Mais là, il est dans une villa, il paraît, en résidence surveillée. On vient mentir aux gens qu'on l'a retourné en prison. Mais il est en résidence. Et pourtant, les Kassouri, les Damaros aussi étaient malades. Mais on est parti sortir Kassouri à 23 heures à l'hôpital pour l'envoyer en prison. Mandian, lui, on le prend à l'hôpital, on va le loger dans une maison volée là que Doumbouya a donné à sa mère à Kipé là-bas. Il est là-bas, couché là-bas, gardé par les forces spéciales, il vit comme... Tu vois, c'est ça la Guinée. Vous savez, quand dans un pays où l'injustice a atteint un certain niveau, il n'y a plus de droit. C'est-à-dire, la révolte est la seule réponse à cet état de fait. C'est pourquoi les Guinéens ne doivent plus croire à quelque chose avec Mamadi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment ça va, mon frère Ibrahim Magas? Ça va bien? Donc, très cher ami, c'était pour vous expliquer un peu l'état de la décadence de notre économie. C'est-à-dire avec Mamadi, c'est la destruction du socle, c'est-à-dire la base sur laquelle notre économie a été construite. Mamadi est venu déboussoler. Quand vous prenez l'économie guinéenne aujourd'hui, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire le pays est au bord de la faillite et la récession économique même. Parce que l'État n'est plus capable de fonctionner normalement comme un État. Parce qu'il n'y a plus de liquidité. C'est ça qui est en Guinée aujourd'hui. Les gens ont pris pour leur propre argent ce qui nous appartient tous. Mais regardez, avant ce coup d'État, comment la Guinée était. Quand vous prenez l'exemple palpable, le sac de riz avant le coup d'État, c'était 230 000 francs au marché en Guinée. 230 000 francs. Aujourd'hui, le même sac de riz est à 360 jusqu'à 400 000 francs guinéens. Prenez l'essence. Avant le coup d'État, c'était 10 000 francs le litre. Aujourd'hui, c'est, je crois, 14 ou 15 000 francs et 100. Et quand il y a des crises, là, on a vu l'essence monter jusqu'à 60 000 francs le litre. Et chaque mois, il y a des crises de carburant. Tous les mois. C'est-à-dire, on dirait que le gars là est venu gérer des crises sur crises.
Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis ce coup d'État? Le niveau de vie des Guinéens a baissé. L'insécurité est galopante. Tout est en destruction. Les projets sur lesquels ils se valorisent, où ils se vantent là, c'est les projets que Alpha Condé est parti chercher les financements. Tout Guinéen connaît ça. Qu'est-ce que Mamadi est parti chercher? Actuellement, il a demandé plus de 600 millions de dollars à la Banque mondiale et FMI. Ceux-ci disent qu'ils ne peuvent pas le donner. Ils demandent, présente-nous les documents fiscaux du projet Simandou. On veut voir dedans. Parce que c'est des mines qui sont des garanties pour le prêt. Mamadi dit non, qu'il ne donne pas ça aux gens. Qu'est-ce qui est dedans? Et au temps d'Alpha Condé, c'était public. On ne demandait même pas, c'était public, tout le monde le savait. Mais les Guinéens doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose de louche, c'est-à-dire ce qu'on nous chante au matin, au soir, Simandou 2040, là, hey. Ne nous laissons pas berner. Ces gens-là, c'est les voyous, c'est les brigands, c'est les bandits. Mais regardez, c'est-à-dire les faits, tous les jours qui passent, les Guinéens voient la réalité. On a affaire avec les bandits, les brigands. Notre pays est braqué. Donc, chers amis, vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité. C'est-à-dire la vérité qui est vue, qui est connue par tout le monde, l'évidence. Il est deux fois très difficile dans un pays, dans une société remplie de malhonnêtes et d'hypocrites, dans un pays où exposer la vérité fait dire à certains que vous êtes contre le bien de ce pays. Parce que vous dites la vérité. Dans un pays où les malhonnêtes gouvernent le pays, l'honnête personne devient un mal pour eux. Il est indexé comme étant quelqu'un qui n'aime pas son pays, parce qu'il aime dire la vérité. Mais ce qui est encore difficile, c'est qu'il est plus facile de convaincre les gens par le mensonge, de manipuler les gens par le mensonge, que de leur convaincre par la vérité en disant ce qu'on est en train de vous dire comme ça, c'est du mensonge. Parce que quand le mensonge est accompagné avec l'argent, c'est-à-dire on achète ta conscience pour que tu acceptes leur mensonge, celui qui vient te dire la vérité, il ne vient pas avec l'argent, mais il vient avec la vérité. Il te dit, voilà ce qui se passe réellement. Mais comme toi, on t'a mis dans une situation de nécessité, parce que Mamadi est venu appauvrir les Guinéens pour pouvoir leur dominer. Donc en appauvrissant tous les Guinéens, en interdisant les MIFA, les M3, là où les femmes gagnaient, en tuant l'économie du pays, il a appauvri les Guinéens. Donc, pour lui, c'est sa technique ou sa méthode pour dominer les Guinéens. Donc, quand tu appauvris les gens, tu leur donnes les miettes, ils sont prêts à accepter tout ce que tu leur chantes. Donc, dans ce cadre-là, il est difficile que la vérité sur le coup, les gens adhèrent. Mais une chose est claire, quel que soit le temps, la vérité triomphera. Parce que le mal guinéen, c'est quoi? Le mal guinéen, c'est que ça n'épargne personne. Et tous les jours que Dieu fait, tout le monde se rend compte de ce qui se passe.
Parce que ce qui est encore malheureux en Guinée, parfois tu dois jouer le rôle d'imbécile pour tromper le malhonnête imbécile qui pense que tu es con. Il y a beaucoup de gens en Guinée qui connaissent ce qui se passe, mais qui ne disent rien, qui se taisent. Leur silence fait plus mal que ce que Mamadi est en train de faire au Guinée. Parce qu'à posteriori, dire par après Mamadi, dit ah ouais, nous on savait, c'est comme ça. C'est bien beau, c'est plus facile. Mais le dire maintenant, c'est encore plus important. Parce qu'on dit ne pas prendre position à partir du moment où le peuple est en train de subir. Si tu ne prends pas position à ce moment-là, tu n'es pas clair, que tu sois intellectuel, imam ou quoi, c'est que tu es complice de celui qui opprime le peuple. Et c'est ça qui se passe en Guinée actuellement. On a des imams, ils ne disent rien parce qu'on leur donne les véhicules. L'imam de la grande mosquée, Allah Salifou, ce n'est pas un bon exemple pour notre croyance. Il a montré ses limites, c'est-à-dire il a plus peur des gens que le Coran, que Dieu. Il ne dit pas la vérité. Je ne vais pas trop parler de lui parce que pour le respect de vous, mes amis, parce que c'est une déformation de notre éducation. On dit les hommes de Dieu ou les hommes plus âgés, quelle que soit la vérité, on ne peut pas dire publiquement. Ça va choquer certaines personnes, même si vous avez raison. On a été éduqué comme ça. Donc pour cela, je préfère m'auto-censurer jusqu'à un certain moment, parce que à un certain moment, il faut parler, il faut oser. On n'a peur que de Dieu. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où la malhonnêteté et l'hypocrisie de ceux qui doivent être les garants de ces valeurs-là dans notre société sont eux qui sont à la promotion de cela. Mais comment voulez-vous que les plus jeunes puissent avoir les modèles de référence? Parce qu'un père ne peut rien donner à son fils comme héritage, comme un exemple. C'est le bon exemple qui est l'héritage le plus sûr que le père peut donner à un enfant. Un père buveur ne peut pas dire à son enfant, il ne faut pas boire de l'alcool. L'enfant te voit boire tout le temps l'alcool. Tu ne peux pas l'interdire de ne pas boire l'alcool. Donc c'est comme ça dans la vie. Mais vous savez, cher ami, je respecte toute personne capable de mettre son ego à côté pour dire j'ai fait une erreur, je m'excuse, je vais corriger mon comportement. Cette personne-là, je la respecte. Parce que aucun homme n'est parfait sur cette terre. On peut tous nous tromper. Mais ce qui nous différencie, ce n'est pas tout le monde qui est capable de reconnaître ses erreurs et s'excuser. Mais il y a une question d'ego et d'éducation. Parce que le problème des personnes sincères, c'est qu'ils croient que tout le monde est comme eux. C'est ça le vrai problème des personnes sincères. Mais dans la vie,
On est tous victimes de quelque chose, de la trahison, de la malhonnêteté. Vous savez, un ingrat n'a besoin qu'une petite erreur de votre part pour dire, ah ouais, lui n'a rien fait pour moi. Il est comme ça, il est ceci. Mais tout ce que vous avez fait pour lui à l'avance, il s'aime fou de ça. Lui n'a besoin qu'une seule erreur de votre part pour oublier tout ce que vous avez fait. Mais dans la vie, la sagesse ne vient pas forcément d'un âge avancé. Un con ne devient pas sage parce qu'il a vieilli. Il devient un vieux con. Ce n'est pas l'âge qui détermine la maturité de quelqu'un. C'est le fait d'affronter des situations difficiles et à la sortie de ces situations qui te rend un homme mûr. C'est cette expérience de vie qui rend l'homme mûr. Vous trouverez les jeunes, très jeunes mais sages dans l'esprit et leur comportement. Mais vous trouverez les vieux, âgés, mais qui sont cons dans leur comportement, qui ne sont pas honnêtes dans la vie. C'est pourquoi j'ai dit que la maturité d'un homme ne vient pas de son âge avancé. Ce n'est pas le propre de l'âge avancé. L'amitié est comme cette science libre, humaine. Il n'y a pas de liberté sans intelligence. Il n'y a pas de liberté sans lutte et sans compréhension réciproque de sa situation. Pour que quelqu'un se révolte de ce qu'il est en train de vivre maintenant, il faut qu'il fasse une comparaison de ce qu'il vivait avant cette situation présente. Il faut qu'il se rende compte des raisons. Celui qui est à la base ou la cause de cette situation dans laquelle il vit. C'est pourquoi nous nous efforçons tous les jours. Tant de personnes comme moi qui essayent de vous expliquer la réalité de notre pays. Parce que la situation est grave. Et nous vivons tous cette situation. Et ça n'épargne personne d'entre nous. On ne peut pas rester tous silencieux sur ce qui se passe dans notre vie. Mon père me disait un jour, il dit un homme est grand. Non pas parce qu'il n'a pas échoué dans sa vie. Non pas parce qu'il a tout reçu, il a l'argent, il dit non. Il dit un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. Parce que il a été trahi hier et qu'il a tout abandonné. Et cette grandeur qui dit à cet homme, malgré toutes ces difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, je tire les leçons. Et l'échec ou la trahison devient pour lui une force. Et quand cette personne se relève, continue le combat, il le fera avec une conviction innée, inégalable, avec une puissance, parce qu'il revient encore plus fort. Et nous vivons cette situation aujourd'hui avec le professeur Alpha Condé. On peut tout reprocher à cet homme, sauf cet amour fou qu'il a pour nous, qu'il a pour notre pays. Durant toute sa vie, la Guinée est collée sur sa peau. Il ne respire que la Guinée. Ce vieux de 86 ans voulait bâtir, nous, notre avenir et le devenir, pas pour lui, mais pour nous et pour nos enfants.
À 86 ans, qu'est-ce qu'il cherche maintenant dans la vie si ce n'est pas le bien? Parce qu'on dit un homme, un vrai homme, qui bâtit quelque chose pour les générations à venir, de façon désintéressée, sans s'attendre à une récompense. C'est ça le vrai homme. C'est ça un homme d'État. Parce qu'il se bat pour les générations. Il ne se bat pas pour lui-même. Ce vieux, durant plus de 40 ans, sa seule arme, c'est ses discours politiques et son stylo. Et un petit bilakoro, un beau matin, à 4 heures du matin, du 5 septembre 2021, vient déposer cette personne devant nous tous. On était si dépassé, si surpris, que personne n'a réagi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est les exemples, c'est-à-dire notre inaction ou notre passivité face à cette situation dramatique qui fait qu'aujourd'hui en Guinée, la Guinée est en train d'être détruite devant nous, au vu et au su de tous. Vous saviez, les épreuves de la vie ne sont pas là pour briser tout ce que vous avez comme ambition. Mais les épreuves de la vie, c'est pour relever en vous cette force interne. Il y a certaines choses que Dieu fait dans la vie des hommes. Dans l'immédiat, on se dit, ah, mais pourquoi moi? Pourquoi? Non. C'est pour relever en vous votre capacité de résilience. Un homme qui n'a jamais eu de difficultés dans la vie n'aurait aucune expérience dans la vie réelle, ne serait pas mature, parce qu'il n'a été pas confronté, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, tout ce qu'il sait faire. Et papa, je vais aller en vacances à Paris, à New York, à Washington, le jet privé est là, c'est-à-dire il n'a connu rien, il est né dans ça. Une telle personne, quand il a un petit problème, oh, c'est le monde qui s'éclate. Mais celui qui a vécu dans la vie, qui a affronté les hauts et les bas, lui sort grandi, il est mature à confronter la vie. Parce que la vie, c'est la lutte permanente. La vie est faite dans ça. Plutôt que de fuir les réalités de son pays ou les difficultés, parce que chaque difficulté devient une invitation à refuser la résignation. Chaque difficulté qui se trace devant votre chemin vous rend fort, ça fait grandir. Parce qu'on dit que la liberté, c'est la lutte qui libère. Parce que la liberté n'est pas donnée, on l'arrache. C'est pourquoi tout Guinéen conscient, en regardant la situation actuelle de notre pays, doit se révolter contre soi-même pour arracher sa liberté. Parce que Mamadi est en train de détruire pas seulement notre avenir, mais le devenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est ça le vrai problème. Et on ne peut pas rester indifférent. Tous les jours, c'est les scandales. C'est-à-dire les scandales à ne pas finir. Très cher ami, Esh-Sagbe, comment ça va? Je sais qu'il fait tard. Le seul message que je voulais faire passer, c'était de dire que notre pays est en destruction. Notre pays économiquement est détruit. Et Mamadi ne contrôle rien. Mamadi n'est pas fait
pour diriger un pays comme la Guinée. C'est-à-dire l'héritage est plus gros. Mamadi, il est débordé sur tous les plans. Hier, c'était à la direction générale des douanes, c'était 100 millions de dollars, plus de 1000 milliards de francs guinéens, qui a été détourné. 2 semaines après, c'est la direction générale des impôts, c'est 120 millions de dollars qui a disparu. Quelques jours avant, c'était l'OGP, Mandian Sidibé, plus de 78 milliards de francs guinéens qui disparaissent. Aujourd'hui, on entend que le gouverneur de la Banque centrale, le président des orpailleurs et tout ça, c'est 6 tonnes d'or. Et une tonne d'or, c'est 100 millions de dollars. Donc 600 millions de dollars, plus de 6 000 milliards de francs guinéens qui disent. Donc c'est pour vous dire que notre économie est déchirée. On ne parle même plus de l'économie en Guinée. Dans cette pagaille, et nous voyons comment la population vit dans la misère. On a triplé à 200% les factures d'électricité dans cette pagaille parce que l'État n'est pas commerçant. L'État ne cherche pas de profit. Si les milliards qu'on est en train de distribuer, que les individus font disparaître par la bénédiction de Mamadi, c'est avec l'argent là que l'État subventionne les consommateurs. Depuis que la Guinée a été la Guinée, l'électricité, presque c'était gratuit. Ces gens-là ne sont pas venus pour mettre du sérieux dedans. Ce que les gens payent là, comme électricité, ça va où? Ça ne va pas dans la caisse de l'État. C'est les milliards et des milliards aujourd'hui qu'on détourne partout. On a vu ici le dépôt de l'EDG qui a disparu, qui a pris feu. Hier même, il paraît à Bessia, là-bas, les transports, il y a eu 2 morts et tout. Quand vous voyez le ministre, le seul mérite d'ailleurs de ce ministre, c'est d'épouser la jeune sœur de Mamadi. Il a épousé la jeune sœur de Mamadi qui se promenait en Europe là-bas. Là. Il épouse ce dernier Mamadi, le nom ministre. C'est ça la Guinée aujourd'hui. Donc ce ministre de l'énergie, là, il ne fout rien. C'est quelqu'un qui a une société de distribution d'eau. Tout le monde sait qu'au Quinquisso, ou c'est pas moi, c'est du pagaille partout. Donc notre pays est en train d'être complètement... C'est-à-dire, on ne peut même pas parler de gabégie. Ça a dépassé cet état de gabégie-là. Vous verrez demain ou après-demain, vous allez entendre d'autres. Le DG de patrimoine bâti, lui, il est parti avec 267 milliards. Il a volé. Il a pris l'avion hier, il a disparu. Donc, voyez-vous, chers amis, donc, comme je vous disais au départ, chacun de nous peut faire quelque chose. Ne dites pas que non, bon, vous savez, moi, non, on peut tous faire quelque chose. Il ne reste que à votre petite échelle, à vos parents, à vos amis, vous leur expliquez la réalité du pays et le danger qu'on est en train de courir. Aujourd'hui, ceux qui, c'est-à-dire Mamadi même, il paye les gens, les enfants à famille là, qui n'ont pas de conscience, sur les réseaux sociaux qui sont en train de mélanger les communautés. S'il ne dit pas les Malinqués ont fait ça aux Soussous, les Soussous ont fait ça. Parce que Mamadi veut créer le chaos avant son départ. Donc il faut que nous, de notre côté, on explique ça à nos parents. On explique la réalité du pays. Ce que Mamadi ne veut pas leur dire la vérité là, nous, on leur explique la vérité. Parce que nos parents nous ont envoyés à l'école pour ça, pour être leur éclaireur. Donc notre rôle à chacun de nous, c'est de sensibiliser, conscientiser les gens. Parce que quand quelqu'un se rend compte les raisons de sa situation qui se dégrade, il va prendre conscience. Et quand il prend conscience, il est prêt pour se révolter. C'est ça la réalité. C'est lent, mais ça va venir avec le temps. Donc chacun de nous doit faire ce travail-là à sa petite échelle
ça peut ajouter quelque chose parce que c'est un travail de fourmi. La conscientisation, l'homme est le plus complexe être sur cette terre. Parce que les actions d'un homme, on ne peut pas dire que c'est commandé. Non, ça change. Mais la vérité, dans toute situation, s'impose. Tôt ou tard, ça va s'imposer. Donc, continuons à parler, continuons à sensibiliser, continuons à expliquer aux gens ce qui se passe dans notre pays. Sur ce, je vous dis merci et bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.